Madame, Monsieur, bonsoir. Indurain met les choses au point dans le Tour de France. Une étape belge remportée par un Belge, Brunel, qui endosse le maillot jaune. À Wimbledon, la 6e victoire de Steffi Graf en finale contre l'Espagnol Sanchez. Dans ce journal, le Rainbow Warrior de Greenpeace à moins de 200 km de Mururoa et des militaires français prêts à accueillir les écologistes. Vacances sous haute surveillance en Algérie, un reportage bouleversant de notre envoyé spécial Véronique Tavo. Et puis à la fin du journal, le feu d'artifice des festivals de l'été, Aïda à Orange, The Cure à Belfort et la légende du rock Chuck Berry à Deauville. La chevauchée fantastique de deux hommes donc dans la 7e étape du Tour de France. L'Espagnol Indurain a rappelé à ceux qui l'auraient oublié qu'il faudra compter avec lui. Assez basse que le Belge Brunel, chez lui à Liège, il gagne l'étape et le droit d'endosser le maillot jaune. Sur place, Thierry Clopeau. La veille de son premier grand rendez-vous, le contre-la-montre 8 serein, on ne pensait pas que Miguel Indurain était capable d'un tel coup d'éclat. Et pourtant, à 25 km de l'arrivée à Liège, le Navarin gicle du peloton avec le Belge Brunel, ici en rose. Rapidement, les deux hommes de tête prennent 25 secondes d'avance sur Laurent Jalabert, lancé à leur poursuite et à ce moment de la course, virtuel maillot jaune grâce au jeu des bonifications. Devant, Indurain et Brunel s'entendent parfaitement et leur avance grandit à vue d'œil, 45 secondes à 8 km de l'arrivée. Derrière, Laurent Jalabert lâche prise, sa tentative de reprise du maillot jaune a échoué. Devant s'engage alors une terrible bataille pour le classement général. Indurain compte 49 secondes de retard sur le Danois Ries et Brunel 26 secondes. Depuis qu'il dispute le Tour de France, en 6 participations, Indurain n'a remporté que 2 étapes en ligne. Y en aura-t-il une 3e aujourd'hui? Eh bien non, c'est Brunel, coéquipier de Jalabert, vainqueur déjà en 93 d'une étape à Amiens, qui remporte sur ses terres ardennaises cette étape et endosse par la même occasion le maillot jaune. Le peloton terminera avec 50 secondes de retard, mais Dieu que la journée fut belle pour un cyclisme belge, que l'on dise au creux de la vague. On a des bons coureurs pour les classiques. Malheureusement, on n'a plus personne pour la montagne, mais bon, le fait qu'aujourd'hui je peux gagner l'étape en Belgique et prendre le maillot jaune, je pense que c'est très bon pour le cyclisme belge. C'est tout bon pour Brunel, félicité par Eddy Merckx. C'est tout bon pour Indurain, 2e au général, qui ce soir a pris avec les bonifications plus d'1 minute à Rominger et Berzin. Cipollini, l'Italien, a eu un moment d'égarement à quelques encablures du circuit de Formule 1 de Spa. Il fait un tout droit, heureusement sans gravité, dans une échoppe. C'était l'histoire belge du jour. Bonsoir Jean-René Godard. Bonsoir Étienne. Indurain a rappelé qu'il était le patron, donc à la veille d'un contre-la-montre individuel qui s'annonce terrible, car l'Espagnol ne sera pas tout seul et il aura fort à faire, Jean-René. Oui, effectivement, je crois qu'on peut dire ce soir que Miguel Indurain, malgré sa forme étincelante, Evgeny Berzin et Tony Rominger sont tous les trois au pied du mur à la veille de ce contre-la-montre qui sera disputé entre Huy et Serein, c'est-à-dire tout près de Liège, sur une distance de 54 km. Si Miguel Indurain veut gagner cette année pour la 5e fois consécutive le Tour de France, il doit impérativement demain marquer son territoire contre la montre. Ses 4 succès précédents dans le Tour ont été avant tout construits dans les contre-la-montre individuels. Si Evgeny Berzin, à 25 ans, veut être dès cette année le premier coureur russe à gagner le Tour de France, il doit réaliser demain un exploit comme il l'avait fait l'an dernier dans les 2 contre-la-montre du Tour d'Italie où il avait battu Miguel Indurain. Enfin, si Tony Rominger, qui a 34 ans, veut gagner un jour le Tour de France, il doit impérativement gagner demain car ensuite, psychologiquement, il risque de faiblir. Pour Indurain, pour Berzin et pour Rominger, cette journée de dimanche sera capitale. Merci Jean-René, 54 km donc contre la montre que nous suivrons demain en direct sur notre chaîne à partir de 14h25. L'équipage du Rainbow Warrior est ce soir à moins de 200 km de l'atoll de Mururoa dans le Pacifique. Toute la journée, les militants écologistes de Greenpeace se sont préparés à une éventuelle opération commando pour essayer d'empêcher la reprise des essais nucléaires décidés par la France. Mais le comité d'accueil est fin prêt lui aussi. Pascal Doucet-Bon et sur place José Blanc-Lapierre. Il devrait être sur zone, comme disent les militaires, ce soir ou demain matin. Les militants de Greenpeace sont désormais de vrais pros. L'équipage du Rainbow Warrior 2 est capable d'organiser en un temps record des commandos pacifiques, mais parfaitement efficaces, passés maîtres depuis longtemps dans le maniement du Zodiac. Ils ont appris sous les fusils harpons des baleiniers depuis plus de 20 ans. Ils se font peu d'illusions sur leur chance de contourner la marine française, mais comptent bien lui résister pacifiquement le plus longtemps possible. Se la marina francese
Si la marine française choisit d'intervenir contre nous, qu'elle sache que nous résisterons autant que possible, mais sans violence. Ceux-là ont aussi des Zodiacs et savent aussi s'en servir. Ce sont les légionnaires français du groupe rapide d'intervention, chargés d'empêcher la flottille de Greenpeace d'approcher trop près de l'atoll. Leurs consignes sont strictes, agir en douceur. Il faut savoir qu'il y a deux types d'interceptions théoriques. Vous savez, il y a celle des interceptions de guerre, dont on ne parlera pas ici, et puis des interceptions plus souples, beaucoup plus souples. C'est celle que vous emploierez? En fonction des ordres qu'on recevra, madame, oui. L'équipage de Greenpeace devrait attendre lundi pour passer à l'action. Lundi 10 juillet, 10e anniversaire de la destruction du premier Rainbow Warrior par un commando français en Nouvelle-Zélande. À moins bien sûr que les stratèges antinucléaires n'aient préparé une surprise. Chaque camp parle de non-violence, mais cette nuit est à toutes les allures d'une veillée d'armes. Température caniculaire partout en France aujourd'hui, chaleur et bouchons sur l'autoroute des vacances. Des centaines de milliers d'automobilistes qui avaient choisi ce samedi pour descendre la vallée du Rhône ont été servis. Plusieurs dizaines de kilomètres de ralentissement en fin de matinée dans la région de Valence. Autre risque de l'été, les incendies. Pour faire face, l'armée mobilise ses réservistes pour venir en aide aux pompiers. Renfort humain, mais aussi innovation en matériel. Dans le Var, région de collines très boisée et difficilement accessible, un nouveau système permet de dérouler les lances à incendie à partir d'un hélicoptère. Reportage de Patrice Velay et Jean-François Giorgetti. Une mission à risque, élitreiller des hommes en pleine colline. En cas d'incendie réel, ces pompiers sont souvent seuls face aux flammes avec leur matériel et très peu de réserve d'eau. Car le soutien des hélicoptères n'est pas toujours possible, surtout dans les forêts varoises exposées au vent. Vous êtes approvisionné en eau par des citernes souples? Par les citernes souples dans un premier temps, et par la suite par un dévidoir héliporté qui viendra du groupe qui est situé en bas jusqu'à nous, vous amener de l'eau directement. Le dévidoir aérien, un panier métallique et 600 mètres de tuyaux. C'est la botte secrète des pompiers du Var. En quelques minutes, la colline est franchie. Ainsi, l'eau pourra arriver jusqu'au commando isolé. De l'eau pour combattre les flammes, pour se protéger aussi, un gain de temps et d'efficacité très appréciable. Au lieu déjà de fatiguer 18 sapeurs-pompiers avec des charges de 40 kg sur le dos, pendant 50 minutes voire 1 heure, là en 5 minutes, avec 3 hommes, on obtient le même résultat. Partout dans le département, nous avons des falaises, nous avons des endroits inaccessibles par les véhicules, donc il est nécessaire de pouvoir utiliser cette technique. Une innovation qui renforce dès cet été le rôle des commandos héliportés. Dans le Var, 14 pompiers spécialement entraînés pour lutter contre le feu dans des conditions souvent extrêmes. Le financement du RPR au centre de l'actualité judiciaire de ce week-end. Madame Louise-Yvonne Cassetta, considérée comme l'une des trésorières du parti, a été relâchée hier soir à l'issue de sa garde à vue sans être mise en examen. Et puis ce matin, dans Libération, les affirmations d'un militant sur les rentrées d'argent dont aurait bénéficié le RPR pendant la campagne présidentielle. Enquête de Michel Fine. Il est tard, presque 21 h, lorsque le juge Alphen quitte hier soir le tribunal de Créteil. Il semble satisfait. Car petit à petit, cette affaire d'office HLM, qui était au départ un banal dossier de fausses factures, est en train de prendre de l'ampleur. À 2 reprises, cette semaine, Eric Alphen a perquisitionné discrètement le siège du RPR, ou plutôt un bureau, celui de Louise Cassetta, surnommée la Cassette. Femme de poigne, femme de l'ombre, elle est la trésorière de fait du mouvement. Dans les rangs du RPR, on ne cache pas son inquiétude. Louise Cassetta, absente le jour de la première perquisition, a contacté elle-même le juge en apprenant qu'il la cherchait. Placée en garde à vue, interrogée hier toute l'après-midi par les policiers, on dit qu'elle aurait parlé. D'ailleurs, hier soir, les enquêteurs l'ont laissée libre. Louise Cassetta n'a pas été mise en examen, en tout cas pas pour l'instant. Mais voilà que ce matin, de nouvelles révélations font la une de Libération. Financement occulte du RPR, un témoin raconte. Il s'appelle Didier Delaporte. Il affirme avoir appartenu au staff de campagne du candidat Chirac. Au RPR, on dit qu'il était coursier. Le Didier Delaporte en question décrit le rôle de Madame Cassetta, placer l'argent liquide. Les dirigeants la craignent, dit-il, et Cassetta les tient. Au RPR, on dit que tout cela c'est du roman et on porte plainte pour diffamation.
Et puis les nouvelles révélations de Jean-Pierre Bernès, l'ancien directeur général de l'Olympique de Marseille. Il affirme que ces dernières années, le club avait une enveloppe destinée à corrompre joueurs et arbitres. Démenti formel aujourd'hui de Bernard Tapie. Bernès, dit-il, essaye de mouiller tout le monde. Lionel Jospin présidera la commission de rénovation du Parti socialiste, décision du Conseil national réuni aujourd'hui à Paris. Et c'est en fait un premier pas vers la reprise en main du PS par son candidat à l'élection présidentielle. Objectif, le rassemblement, le dépassement des courants et la volonté de capitaliser le score obtenu par Lionel Jospin le 8 mai dernier. Une rénovation souhaitée aussi par la base. Dans l'Indre-et-Loire, reportage de Guylaine Chenu et Dominique Merlin. La rénovation pour les socialistes de Tours, c'est d'abord d'avoir arraché la mairie après 36 ans de droite. Et des succès électoraux, c'est nouveau, ils en ont connu dans tout le département. Alors depuis, militants, responsables, tout le monde est au travail. Le patron de la fédération, Jean-Patrick Gilles, s'est installé dans le fauteuil de premier adjoint de la ville. Dans le parti aussi, on a senti un souffle. Depuis l'élection présidentielle, la disgrâce est terminée, des petits nouveaux sont venus frapper à la porte et parfois adhérer. On appelle ça l'effet Jospin. Oui, une trentaine qui sont enregistrés depuis le 10 mai en fait. Moi je pense qu'on va avoir 100, 150, 200 adhérents en septembre et octobre supplémentaires. Capitaliser les 47% de la présidentielle, c'est bien le problème. Toutes les fédérations ont reçu des nouvelles affiches et la consigne, c'est d'ouvrir les portes. Mais encore faut-il pouvoir accueillir les nouveaux. Je crois que le parti est un peu sclérosé et qu'il faut, si on balance quelqu'un dans une section comme ça pour le moment, souvent c'est un petit peu difficile, il ne comprend pas parce que nos discours sont codés et on ne sait pas très bien accueillir. Justement, ce matin, la rénovation était au programme, à Paris cette fois et dans les instances du parti. Jean-Patrick Gilles venait entendre Lionel Jospin. Pour lui, il n'y a pas de contestation, il est l'homme de la refondation. Tout le monde est d'accord pour ce processus de rénovation, mais sur le fond, on a du mal à voir le contenu. D'ailleurs, il y a eu quelques interventions qui vont dans ce sens-là, et moi je reste un petit peu sur ma faim. De l'impatience et une crainte que les vieilles querelles reprennent le dessus. Jean-Patrick Gilles repart tout de même avec une satisfaction. Rien ne se fera sans les militants. La rénovation sera soumise à leur vote au mois d'octobre. Cette rénovation du Parti socialiste et les affaires du moment, nous en parlerons demain soir à 20 h avec notre invité qui sera bien évidemment Lionel Jospin. L'avertissement du président de la République à son homologue serbe, M. Milosevic. Jacques Chirac prévient que si un accord n'est pas trouvé rapidement pour ouvrir la route qui mène à Sarajevo, la force de réaction rapide entrera en action. Les éléments de la FRR s'entraînent chaque jour avec les légionnaires français à une centaine de kilomètres de Sarajevo, près de Tomislavgrad. Le reportage de nos envoyés spéciaux Olivier Lerner et Laurent Amida. Sur ce haut plateau bosniaque à 1300 mètres d'altitude, on peut voir à l'œuvre, sans aucune difficulté, les combattants de la force de réaction rapide. À vol d'oiseau, Sarajevo est à moins de 100 km. Ils n'ont pas encore tiré un seul coup de feu, mais l'entraînement est intensif depuis une bonne quinzaine de jours. Il faut se montrer rapide, mobile et puissant. Je suis aussi très conscient qu'il y a des adversaires potentiels qui sont eux aussi très entraînés, très rustris, très bien équipés. Donc, nous sommes confiants, on verra. On verra bien ce qui se passera, en sachant que ce qu'il faudra mettre, on le mettra. 10 km plus bas, le poste de commandement est franco-anglais. Sous la tente, les généraux font le point tous les jours à 18 h. Nous avons atteint un niveau de préparation qui nous rend capables d'être opérationnels dans quelques jours. In some days. 4000 hommes sont prêts à partir au combat d'une heure à l'autre. Parmi ces légionnaires, on trouve des ex-yougoslaves qui n'ont pas peur de se retrouver en première ligne. Vous avez des fourmis dans les jambes, vous avez envie de faire quelque chose, d'intervenir rapidement? Comme tous mes camarades aussi, ils ont envie de faire ça. Les hommes qui composent la force de réaction rapide redoutent l'enlisement, la paralysie, l'inactivité. Mais tout laisse penser ici que cette force ne restera pas longtemps les bras croisés. Et puis en Tchétchénie, les négociations entre Russes et Tchétchènes pourraient conduire à un vote sur l'indépendance de cette petite république du Caucase. Un accord fragile est intervenu aujourd'hui. Il prévoit que les candidats favorables à l'indépendance pourraient être autorisés à se présenter à la prochaine élection présidentielle. Aucune date toutefois n'a été fixée. C'est cet été encore dans un climat de violence exacerbée que commencent les vacances en Algérie. Baignade
sous très haute surveillance sur les plages aux environs d'Alger, comme en témoigne ce reportage bouleversant de notre envoyée spéciale Véronique Tavot. Un week-end comme les autres, pour s'évader un peu, c'est à la mer que les Algérois vont. Par choc contre par choc, il faut attendre un long moment avant de franchir le contrôle de la gendarmerie. Un déploiement impressionnant, une sécurité maximale pour protéger l'accès de cette plage. Nous sommes ici au Club des Pins, à 25 km d'Alger. Une plage sous très haute surveillance. Patrouilles et garde-côtes au large protègent le Club des Pins, fréquenté par la jet-set algéroise. Cette plage, un havre de paix, un espace de liberté. Les maillots de bain sont parfois échancrés et les jeunes très nombreux. Oubliez la tension, jamais la plage n'a été aussi noire de monde, jamais le ras-le-bol de la jeunesse ne s'est aussi nettement exprimé. Je suis génial ici, mais ce qui manque, c'est la situation est complètement bousillée, donc il faudrait la sécurité, ça sera très bien. Et quel est votre espoir pour les années qui viennent? Ouais, difficile. Je sais pas, on espère que ça va s'arranger, mais... Vous avez envisagé un jour de partir d'ici? Non. Pourquoi? Parce que je suis algérienne et que j'aime mon pays et que je veux y rester, tout simplement. À quelques kilomètres du Club des Pins, le port de Sidi Frej, pas de patrouille, pas de gendarmes. La plage est plus populaire, mais tout aussi fréquentée. Mais ici aussi, le message est clair. Les Algériens, les jeunes surtout, veulent en finir avec ces 3 années de violence et de peur. C'est un état de psychose, il faut bien réagir. On ne peut pas indéfiniment comme ça subir, parce qu'on doit bien être comme tout le monde. Besoin de liberté, besoin de s'exprimer, le sentiment partagé aujourd'hui par toute une jeunesse qui n'aspire qu'à une chose, retrouver une vie normale. Des inondations catastrophiques en Chine ces dernières heures. Plus de 100 millions d'habitants sont plus ou moins touchés dans le sud et le centre du pays. Plus d'une fois et demie la surface de la France. Les plus graves inondations depuis 40 ans. Un premier bilan fait état d'au moins 1100 morts. Le vert gazon de Wimbledon est décidément bien le jardin privé de l'Allemande Steffi Graf. 6e victoire face à son éternel rival, l'Espagnol Sanchez, à l'issue d'une finale, n'ayons pas peur des mots, époustouflante. Laurent-Frédéric Bollet. On prend les mêmes et on recommence. Steffi Graf et Arantxa Sanchez pour la révérence à la duchesse de Kent. Mais après la révérence, il s'agit surtout de faire la différence. Surprise, Arantxa Sanchez prouve qu'elle sait maintenant jouer sur gazon. Moralité, après une demi-heure de jeu, Graf est troublée et elle concède la première manche 6-4. Mais Steffi Graf n'a pas déjà gagné 16 titres du Grand Chelem pour rien. Elle se rebiffe dès le début du second set, qu'elle empoche finalement 6-1. Sanchez à terre, mais qu'il ne faut pas enterrer trop vite. À 5 partout dans le 3e set, l'Espagnol obtient plusieurs balles de jeu sur son service. Mais à chaque fois, Graf va sauver la situation et c'est elle qui finalement empoche ce jeu qui aura duré 18 minutes. 4 échanges plus tard, c'est une balle de match et la première est la bonne. Logique, respecté, 17e titre pour Steffi qui agrafe un 6e Wimbledon à son palmarès. Voilà, bravo Steffi Graf. Et puis à noter la victoire d'un Français dans la finale junior, Olivier Mutis. Et demain, la confrontation entre Pete Sampras et Boris Becker. Quittons le gazon londonien pour le théâtre antique d'Orange où sonneront ce soir les trompettes d'Aïda en ouverture des chorégies. Aïda de Verdi, présentée dans le Vaucluse, c'est un conte de fées pour un spectateur pas comme les autres. La fable pourrait s'appeler La diva et le boucher. Sur place, Georges Bégou, Daniel Lefebvre. Parce que ça, c'est des bêtes quand même qui sont à moi, hein. C'est pas des trucs qui ont été achetés à une cheville, hein. Ça, c'est les agneaux de Saint-Rémy. Aïda, un rêve pour Roland Caparros, le mélomane de Saint-Rémy de Provence. Il connaît l'œuvre par cœur, ses clientes doivent avoir le temps et aimer la musique. Ah, ça, les trompettes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis, quand Aïda chante avec son père, ah, ça, c'est sublime. Là, Madame Deschamps, là, on va voir ce que va faire Aïda, là. Là, on va la voir.
Léona Mitchell, je l'ai déjà vu dans Les deux dames qui nous ont fait faux bon, c'est le pas Requiem gentil, de ça. Verdi avec après-midi. Vous y étiez? Roland, c'est impressionnant, non? Très impressionnant. Se retrouver là, c'est... Production magistrale des chorégies, Aïda qu'interprète la cantatrice américaine Léona Mitchell a toute l'ampleur et la puissante musicalité qu'exige la partition de Verdi. Vous voulez aller la voir, là? Ah, de suite. Même de l'embrasser si je peux. Voilà, je vous présente Roland, qui est... Vous chantez, je vous parle dessus. Oui, j'en ai vu, mais c'est la plus belle. Oui, oui, oui. Vous le vouliez, vous l'avez eu. Eh oui, j'ai eu. Tu es très simple. Hein. Magnifique. Ça, il s'en rappellera longtemps. Hein. Allegro andante, continuons notre revue des festivals musicaux de cet été. Belfort accueille les Eurockéennes et la résurrection d'un groupe anglais, The Cure. Éric Perrin, Didier Dahan. Vous avez toujours rêvé d'être une rockstar, de connaître le frisson, de monter sur scène devant plus de 15 000 personnes. Eh bien ce soir, grâce à France 2, soyez une pop star en restant dans votre fauteuil. Vous vous appelez donc Damon Albarn et vous êtes le chanteur du groupe Blur qui fait un malheur en Grande-Bretagne. Petit détail, vous êtes considéré outre-Manche comme un sex symbole et vous venez conquérir le public français avant la sortie de votre nouvel album en septembre. Et pour vous aider à vous y retrouver, voici une petite leçon pour différencier une rockstar d'une pop star. Nous, on n'est pas rock, on est pop, ce qui veut dire qu'on veut toucher aussi bien les jeunes que leurs parents. Et en plus, on n'a pas besoin de porter des pantalons un peu fous et d'être coiffé n'importe comment. À voir une partie du public de cette première journée des Eurockéennes, on pouvait se douter qu'un événement se préparait. Cure le retour après 3 ans d'absence. Un silence qui n'a pas altéré la passion assoiffée des fans du chanteur Robert Smith. Chacun essaye de donner sa propre image de son propre Robert Smith en fait. Parce qu'il n'y a pas un seul Robert Smith, il y en a autant que de clones quoi. Il y a un certain style que j'aime bien. Aussi, ils sont inspirés de Albert Camus, de Baudelaire, de Edgar Poe. Ils ont des écrivains que j'aime bien, tout ça. Il faudra attendre janvier 96 pour connaître le nouvel album de Cure. Mais avec ce concert, Robert Smith a confirmé qu'il n'a rien perdu de sa voix ni de son aura. Comme Spider-Man, l'homme araignée, il a une nouvelle fois attrapé sa proie. Entre Verdi et The Cure, restons rock, un rien bluesy. Sur les planches de Deauville, une légende vivante de 60 ans enflamme le festival. Chuck Berry est en Normandie avec Jean-Jacques Dufour et Bruno Giraudon. Vous voulez une interview? Ok, a dit le créateur de Roll Over Beethoven et de Johnny B. Goode, mais à une condition, le journaliste sera dans le champ de la caméra. Je ne parle pas à la caméra, on discute ensemble, alors que tu le veuilles ou non, tu seras dans le champ. Parce que quand tu vas me poser une question, je me pencherai vers toi. Impossible de contrarier Chuck.
Un homme, que dis-je, une légende dont tout le monde s'est inspiré, des Stones aux Beatles. S'inspirer des autres, on l'a tous fait. Prendre beaucoup ou un petit peu, ça fait finalement avancer la musique. C'est comme ça que l'on progresse. On va pouvoir cocher. Qu'est-ce qu'il a pris, Chuck Berry, là? Chuck Berry, ce soir, il a pris un petit consommé de volaille pour se faire la voix avant de partir au concert. Et derrière, il a fait un petit turbo, du poisson. Mais d'hôtel, il a bu quoi en vin, monsieur Chuck Berry? De l'eau? Que de l'eau? Que de l'eau. À propos de menu, qu'est-ce que vous jouerez sur scène? Il n'y a pas de programme établi? Non, pas de programme. Tout vient du cœur. Et du cœur, Chuck en a suffisamment pour secouer n'importe quel public, même lorsqu'apparemment on constate un léger décalage culturel. Un petit peu, c'est vrai qu'il manque des bananes. Ça manque des bananes, hein? Ouais. Pourquoi Chuck Berry? Apparemment, vous n'êtes pas très rock. Parce que ma femme a choisi Chuck Berry et que je l'ai suivi parce qu'elle a eu une excellente idée. Que l'on soit poussé par sa femme ou par l'amour du rock, une soirée avec Chuck, c'est forcément une excellente idée. À la ville comme à la scène, l'animal est toujours fringant. Enfin, cette image musicale, elle aussi, celle d'un gigantesque défilé à Berlin, la Love Parade. Rendez-vous de 200 000 amateurs de musique techno. Une rave party sous un soleil de plomb et un rythme endiablé. La techno, ce sont 150 battements par minute, à peu près par seconde. Et pour vous accompagner, messieurs, dans l'irrésistible envie qui vous tenaille de danser, les mannequins de Gianni Versace ont ouvert le bal cet après-midi des collections haute couture pour l'hiver 95-96. Nicole Cornu-Langlois et Patrick Deschmecker. Une Madonna en blanc pour un Paris de Versace, décliné toute une collection en blanc. Blanc pur, simple. Mais blanc ne veut pas dire monotone. La pureté des formes permet d'exalter toutes les nuances du blanc. Du plus glacé au plus chaleureux, du plus sec au plus chatoyant, du plus classique au plus exubérant. Et comment se glisser dans ces robes fourreaux? Grâce aux zips qui remontent de bas en haut ou du haut en bas, c'est selon les circonstances. Mais il faut de l'aide. Des robes sirènes plus faites pour séduire de riches armateurs que des pêcheurs poètes. Quelques variations indécentes qui n'ont pas l'innocence du blanc. Mais s'agit-il vraiment d'une mode d'hiver? Il faudrait que cet hiver-là soit très très doux, ou sous les tropiques. Et pour prouver qu'il n'est pas tout à fait devenu austère, Gianni Versace propose une mariée scintillante et un final tout feu tout flamme. Voilà, belle mariée scintillante. Dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet, puis le retour de Fort Boyard, Sandrine Dominguez et Patrice Laffont. À 22h35 de la boxe en direct de Londres, Pierre Fula, Francis Marotto et le dernier journal vers minuit vous sera présenté ce soir par Florence Daucher. Je vous retrouverai demain à 13h et à 20h. Très bonne soirée sur notre chaîne.